Bonjour, fidèles auditeurs. Vous êtes en train de suivre Instant Environnement, votre programme. Et nous sommes heureux de savoir que vous nous suivez de partout, de différents quartiers de Brazzaville, de Diata, Château d'Eau, Kinsoundi, Bakongo, et cela fait notre plaisir. Ce numéro, aujourd'hui, est un numéro concocté pour votre réel plaisir. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis Welcome Dolo, mais j'ai avec moi un invité de qualité. J'ai avec moi Monsieur Klech Enyanga, membre du club des environnementalistes, étudiant en Master 1 à l'université Denis Sassou Nguesso en gestion durable et écosystème. Bonjour Monsieur Klech. Bonjour, monsieur Welcome. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de faire ce parcours en économie, non plutôt en gestion durable et écosystème? Déjà, j'ai une licence en environnement et la protection de l'environnement est primordiale aujourd'hui. Et je ne vais pas seulement être là un assistant, mais plutôt un acteur de l'enjeu. Et du coup, je me suis lancé dans la formation dans le domaine de l'environnement. Et après ma licence, je me suis dit, tiens, dans l'environnement, on a des écosystèmes qu'il faut gérer pour assurer l'avenir des générations futures. Et du coup, je me suis dit, je prends en master comme spécialité gestion durable des écosystèmes pour mieux gérer les écosystèmes du bassin du Congo. Voilà, pour mieux gérer les écosystèmes. C'est donc la motivation de notre invité, Monsieur Klech Enyanga. Alors, chers auditeurs, comme je le disais, vous suivez votre programme Instant Environnement et ça se passe nulle part ailleurs que sur la 92.8, la radio citoyenne des jeunes. Chers auditeurs, le numéro d'aujourd'hui est sur l'inondation, voilà, gérer les inondations, les défis et les solutions. Alors, Monsieur Klech Enyanga, les activistes, ceux qui œuvrent pour la protection de l'environnement et du climat, très souvent parlent de l'inondation. Et ils parlent de l'inondation comme d'une conséquence négative pour notre milieu de vie. Qu'est-ce que l'on doit entendre par inondation? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par inondation pour le gars qui nous suit à la radio et qui ne comprend pas le terme ou encore le concept? C'est une très bonne question. Quand on parle de l'inondation, c'est l'éruption d'eau dans un terrain qui est généralement sec, c'est-à-dire un terrain qui est reconnu comme non inondable, qui est sec, et quand il y a éruption d'eau, quand l'eau fait surface sur ce terrain-là, il stagne, c'est là on parle d'inondation. Et en matière d'inondation, il y en a de diverses natures. Il y a des inondations qui sont fluviales, qui est due au débordement du fleuve, c'est-à-dire les périodes des crues. Il y a également des inondations pluviales qui sont dues aux précipitations, c'est-à-dire les eaux des pluies. Il y a également des inondations liées à l'élévation du niveau de la mer. Et il y a également des inondations liées aux phénomènes extrêmes tels que les tsunamis ou les cyclones. Ok, merci beaucoup, monsieur Klech. Vous l'aurez compris, monsieur Klech est bien renseigné sur le sujet. C'est son domaine et donc on le comprend tout de suite. Eh bien, il vient de nous donner plusieurs types d'inondations, chers auditeurs. Mais la question que j'ai, monsieur Klech, c'est la cause de ces inondations. Est-ce que l'homme est principalement la cause de ces inondations ou c'est dû tout simplement à des phénomènes naturels comme vous venez de le citer là? Ok, aujourd'hui, l'inondation est considérée comme un phénomène climatique extrême qui est classé comme catastrophe naturelle. Mais de plus en plus aujourd'hui, on renvoie les causes de l'inondation à trois facteurs notamment, dont j'aimerais parler ici. On a des facteurs qui sont climatiques, on a également des facteurs qui sont topographiques et des facteurs anthropiques. En parlant des facteurs climatiques, là, on se rend déjà compte que dans la zone où nous sommes, par exemple au Congo, nous sommes dans la zone intertropicale où des températures sont fortes, on a des fortes précipitations, mais également des fortes températures. Et cela cause généralement des pluies, mais associé à l'activité anthropique qui fait qu'il y a aujourd'hui changement climatique. Et ces changements-là font à ce que les précipitations qu'on avait ont augmenté. Donc les précipitations sont maintenant en hausse et ce sont des fortes précipitations qui causent des dégâts. Et donc s'il faut parler du volet climatique, on dirait que l'homme y contribue, bien qu'il y a d'abord des précipitations qui sont là en préalable, mais l'homme par son activité augmente l'intensité de la chaleur et c'est ce qui provoque des précipitations qui sont vraiment fortes et qui inondent. Et du côté topographique, on a des zones qu'on appelle les zones du bas-fond, c'est-à-dire les zones qui sont en basse altitude. Et dans ces zones-là, la nappe phréatique est vraiment trop proche. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a des gens qui occupent même ces zones. Du coup, ça réduit l'espace du fleuve. Alors, quand il y a pluie, qu'est-ce qui arrive? Facilement, la nappe est inondée et du coup, ça crée l'inondation parce que l'eau n'a plus d'espace, il est obligé d'aller vers les continents. Et du côté anthropique, aujourd'hui, l'homme n'arrive pas à canaliser les eaux. Et également, il y a des gens qui
sont inciviques qui jettent les ordures dans les canalisations qu'on a des fortunes. Et ce qui fait que quand il y a précipitation, ces canalisations-là sont bouchées. Et qu'est-ce que l'eau fait? L'eau stagne. Et dans nos parcelles, on a beaucoup plus de gens qui ont des pavés. Il n'y a même pas de gazon pour infiltrer l'eau. Du coup, l'eau s'éparpille n'importe où et on assiste à des inondations graves aujourd'hui. Ouais, vous avez parlé du fleuve et nous avons le fleuve Congo. Tout récemment, je me baladais sur la toile et j'ai vu qu'en RDC, récemment, il y a eu cette inondation-là, que l'eau du fleuve avait eu à déborder et que c'est allé voilà, jusque dans les quartiers. Il y a eu inondation. Mais aussi pour revenir sur la toile, puisque j'ai mentionné ici la toile, toujours sur la toile, nous avons vu circuler des images montrant la ville de Pointe-Noire, ou du moins quelques quartiers de la ville de Pointe-Noire, complètement inondés. Nous en avons vu lors de la période festive. Et alors, moi, j'ai une question pour vous, Monsieur Clèche. Ici à Brazzaville, connaissez-vous des zones qui sont vulnérables, des zones qui sont souvent inondées, des quartiers peut-être, et peut-être que vous vous êtes déjà rendu dans ces quartiers-là en tant que membre du club des environnementalistes. C'est aussi votre travail, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et aujourd'hui, Brazza n'est pas accepté. Brazza aussi fait face à l'inondation et le subit gravement parce qu'on a des quartiers, quand on voit par exemple la Timé, Mhm. quand on voit par exemple Talangaï, il y a un quartier j'ai oublié le nom, qui est juste au bas du viaduc. Et quand on voit également au niveau d'Empila, ce sont des quartiers qui inondent. Et récemment, j'ai fait un tour au quartier qui est tout juste au bas du viaduc, mais la situation est déplorable. Tu vois des maisons inondées jusqu'au niveau de la fenêtre, et les gens circulent là maintenant avec des pirogues, les pieds dans l'eau et les poissons dans les maisons. C'était vraiment compliqué. Et Empila, même le tour jumelle a failli être inondé. Et heureusement que l'eau s'est arrêtée au niveau de clôture. Sinon, pas mal de quartiers ici à Brazza, comme à Pointe-Noire, subissent également des inondations graves. Mm. Comment, je ne sais pas, vous avez fait gestion durable des écosystèmes, enfin, vous êtes vraiment dans votre domaine, mais il n'est pas rare de constater que dans des quartiers, allez, je vais citer la base par exemple, lorsqu'il y a des fortes pluies, on voit le sable augmenter en grosse quantité et ça engloutit même des maisons. Je ne sais pas, comment vous pouvez expliquer un tel phénomène? Ça, c'est une très bonne question. Ce phénomène est ce qu'on appelle l'ensablement, mais c'est dû au préalable à l'érosion. Ah, Donc, d'accord. lorsqu'on parle de l'érosion, c'est tout un phénomène de processus. C'est un processus qui part d'abord de la dégradation du sol par les eaux de pluie. Et quand ce sol-là est dégradé, il y a ruissellement. Donc, il y a un transport de ces sédiments-là, notamment les sables ainsi que d'autres sédiments. Et là où les sédiments-là vont s'arrêter, s'accumuler, ça crée ce qu'on appelle par l'ensablement. Et du coup, ça peut engloutir même des maisons, des parcelles entières. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce genre de phénomènes-là à Felou notamment. Ah, d'accord, je vois. Et donc, vous dites avoir déjà fait le terrain, aller dans ces quartiers, ces zones vulnérables aux inondations. Euh, Quels ont été les sentiments des populations que vous avez trouvées et dans ces zones, dans ces quartiers? Euh, En tout cas, les populations sont en désarroi. Beaucoup pleurent au niveau de l'État parce qu'il y a des inondations telles que la zone où j'étais récemment, au bas du viaduc. mhm, Il y a des enfants qui n'ont pas de pied à l'école, des maisons inondées. Cela crée aussi des maladies. Certains ont eu peur à cause des serpents. Ils se sont dit, bon, sous l'eau, là, il peut y avoir des serpents, des choses dangereuses. Comment est-ce qu'on va faire? Et beaucoup appellent à l'aide à l'État parce que la situation est déplorable. Ils circulent dans les pirogues et c'est pas facile. justement, ouais, je me souviens, je suis allé au mémorial. Je ne sais pas trop, mais j'avais vu ça. Ça n'a pas attiré mon attention. En fait, l'eau du fleuve était comme en train de revenir. Quand vous êtes au mémorial, il y a une sorte, je ne sais pas s'il faut appeler ça rivière. Je ne sais pas s'il faut appeler ça rivière, mais en tout cas, on voit bien que l'eau du fleuve est en train de remonter vers là-bas et on voit des gens pêcher, mais c'est tellement pollué. Et j'ai vu dans un groupe WhatsApp où je suis, et c'est quelqu'un aussi qui œuvre dans l'environnement et la protection du climat. Il a filmé des photos, il a pris des photos, allais-je dire, et on voit bien que c'est vraiment sale. On voit bien que cette inondation-là, c'est pas bien, ça pollue. Maintenant, vous êtes activiste, vous êtes dans une association qui œuvre pour la protection du climat et de l'environnement. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous menez, vous, en tant qu'activiste, vous menez des actions concrètes? On va parler de l'État, très certainement que les auditeurs attendent qu'on parle du gouvernement et de l'action du gouvernement, mais je voulais d'abord m'appesantir un peu sur vous, vous en tant qu'activiste
qui œuvrent pour le changement, non, plutôt pour la protection du climat et de l'environnement. Est-ce que vous avez déjà mené, du moins pour votre association, est-ce que vous avez déjà mené des actions concrètes? Et si oui, quelles ont été ces actions? Ok, merci. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que beaucoup de jeunes s'activent, et notamment à travers les associations et les ONG. Et si je prends le cas de la nôtre, qui est le club des environnementalistes, on a mené pas mal d'activités qui concourent à la protection de l'environnement et à des comportements éco-responsables, notamment la sensibilisation. Mais on a aussi pris part le 6 novembre à la Journée nationale de l'arbre. On était là actifs et récemment, il y a eu un événement qu'on a dénommé Slam sur Mars et on était là aussi actifs. On a participé au ramassage d'ordures. Et à notre niveau aussi, on organise des activités de sensibilisation au niveau des écoles pour sensibiliser les élèves. D'accord. Ah ouais, l'école. Voilà encore un autre élément que je voulais bien signaler ici. Est-ce que ce ne serait pas normal de commencer cette sensibilisation très tôt? Enfin, moi, j'entends par là quand vous dites que vous êtes allé dans les écoles pour sensibiliser, vous êtes carrément déplacé pour aller vers ces jeunes, ces écoliers, leur parler de ces inondations. Mais est-ce que dans le programme, le cursus scolaire, ne serait-il pas avantageux que allez, nos petits frères qui sont encore au collège et même à l'école primaire soient déjà avisés de ces choses par un programme scolaire qui en parle concrètement, à défaut des centres que vous pouvez faire à quelques moments? En tout cas, ça serait une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'éco-citoyenneté, des comportements éco-responsables, nous autres, là, on en a manqué parce qu'on ne nous a pas parlé du bas âge. Aujourd'hui, on se rattrape avec les formations actuelles, mais aujourd'hui, à l'école aussi, à l'école primaire notamment, on apprend aux enfants l'éducation civique et morale. Et moi, j'aimerais qu'on installe aussi dans les programmes scolaires l'éducation environnementale. Ah, Là, d'accord. on va expliquer aux élèves qu'est-ce que c'est que l'environnement, comment les protéger, quels sont des comportements éco-responsables, éco-citoyens qu'un enfant doit avoir. Et quand l'enfant a déjà ces bases-là, en Mhm. grandissant, on espère qu'il sera un acteur dans l'environnement, il va protéger l'environnement. Oui, oui, et justement, parce qu'on parle de l'éducation civique, je me souviens, hein, on a fait ces cours-là quand on était à l'école primaire, mais justement, vous avez raison, il serait bien aussi qu'il y ait aussi une éducation comme ça pour l'environnement Exact. et le climat. Voilà. Et donc, je vais me pencher du côté des autorités. Pensez-vous que le défi à relever par les autorités est un défi énorme, que c'est un grand défi? Oui, c'est un défi énorme, notamment si je prends le cas de ceux qui vivent au bord des cours d'eau, parce que quand on parle d'un cours d'eau, le cours d'eau a son lit liminaire, là où l'eau coule, au moment des tièdes, c'est-à-dire que quand il y a baisse d'eau, mais également son lit majeur, ça veut dire la zone où l'eau occupe quand il y a des périodes de crues, telles que récemment. Donc on voit que les maisons sont inondées, pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont construit des maisons là où l'eau vient quand il y a les périodes de crues. Et donc l'État a un grand défi de faire à ce que ces personnes-là soient délogées et aller ailleurs et qu'ils prennent en charge ces aménagements. Et également, s'il y a des inondations aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas assez de canalisations. Donc, il n'y a pas des caniveaux qui peuvent emmener l'eau directement au fleuve. Il n'y a pas des infrastructures adéquates pour l'assainissement. Et c'est ce qui fait que l'eau stagne un peu partout et qu'on a des inondations. Et donc, l'État a ces grands défis-là de relever. Assurer d'abord l'aménagement approprié au niveau de la ville, mais également faire des canalisations qui vont faire à ce que l'eau soit renvoyée au niveau du fleuve et cela va éviter aussi ces Euh, inondations. oui, vous parlez des canalisations, Monsieur Klech Enyanga. Mais les canalisations, très souvent aussi, on est confronté au problème d'incivisme de la part des populations qui, au lieu d'entretenir ces canalisations, finalement, on se retrouve avec allez, des voies de canalisation bouchées parce qu'on y jette des ordures, on fait beaucoup de choses. Du coup, peut-être que vous aurez un mot à l'endroit des populations qui font preuve d'incivisme à ce niveau-là. Oui, exactement, parce qu'aujourd'hui, on parle des solutions, mais quand on a encore des actes qui freinent les solutions, ça rend la tâche difficile. Et donc, aux populations, ce qu'il faut leur recommander, c'est de, de prendre conscience de l'enjeu qui est là, parce que l'environnement, c'est pas une affaire de l'État seulement, mais ça part d'abord dans nos maisons. Donc, si on n'est pas responsable nous-mêmes et que l'État se bat avec ses moyens pour mettre en place des canalisations et qu'on les bouche, et après les inondations, on pleure encore au niveau de l'État, vous voyez que c'est pas normal. Donc, on s'est fait du mal à nous-mêmes et après, on plaide derrière l'État. Donc, si on prend conscience nous-mêmes en sachant que les caniveaux est fait pour conduire l'eau, c'est pas une poubelle, je ne dois pas jeter mes ordures dans cet endroit. Ça va faciliter également l'écoulement des eaux et peut-être qu'on ne va pas s'assister aux inondations graves telles qu'on a aujourd'hui.
Monsieur Klech, j'ai avec moi ici une information que je vais lire, permettez-moi de la lire. Euh, Plus de 32 000 personnes ont été touchées par les inondations dans la région de Difa, au Niger, et plus de 13 000 ont été déplacés. On a ici un mouvement d'exode rural, comme on le dit, mais causé par les inondations. Je vais revenir dans notre pays pour poser cette question. Est-ce que dans notre pays, il y aurait des peuples, des populations qui se seraient déplacées à cause de ces inondations, qui auraient quitté peut-être allez, le nord du pays ou encore l'est ou l'ouest du pays et qui se retrouvent en un coin donné, justement parce que là où ils vivaient ou là où ils étaient, ils ont subi les inondations et ont été obligés de quitter et de partir. Ok, très bien. C'est vrai qu'ici, au niveau du pays, on ne va pas parler des réfugiés climatiques parce qu'ils ne quittent pas notre pays. Mais à ce niveau, quand on voit récemment les inondations qui se sont passées dans la Likwala, il y a eu beaucoup de populations qui étaient obligées de quitter d'abord les villages en attendant que l'eau diminue. Et même ici à Brazza, il y a des gens qui ont vraiment vu leurs maisons inondées. On ne peut pas vivre. Donc, ils sont obligés d'aller d'abord dans des quartiers là où ce n'est pas inondé. Et après, en attendant que l'eau baisse pour regagner leur quartier. Donc, il y a également ce mouvement-là des populations qui a dû à ces inondations. Je vois. Et pensez-vous que l'État devrait normalement, surtout quand ça se passe, bon, allez, à Brazzaville, à Pointe-Noire, très souvent c'est récurrent, on se retrouve avec des quartiers complètement inondés, et même ce que vous avez cité en amont, que des maisons euh, vont se retrouver enfoncées dans le sable à cause de ce phénomène que vous avez décrit lorsque vous en avez parlé. Pensez-vous que ces populations ont besoin d'être accompagnées par le gouvernement? Oui, accompagner, oui, parce que beaucoup aussi occupent ces zones-là. Certains n'ont pas le choix. Beaucoup se justifient en disant, bon, louer la maison, c'est trop cher, je n'ai pas de choix que d'aller vivre dans cet endroit-là. Et si l'État peut accompagner les populations, c'est de faire à ce que les zones, parce qu'aujourd'hui, il y a des zones qu'on appelle les zones non aedificandi, c'est-à-dire des zones où l'on ne doit pas construire. Mais l'État est quand même habile à faire des aménagements qui peuvent permettre à ce qu'on construise dans ces zones-là. Et donc, si l'État peut prendre sa charge d'aménager d'abord les milliers avant que les populations occupent. Et de cette façon de faire va faire à ce que l'État conduise l'État conduit plutôt l'aménagement du territoire et ça va faire à ce que, au lieu que les populations viennent d'abord construire anarchiquement et que ça cause des dégâts, non, quand l'État vient avant, c'est l'État qui oriente l'installation pour éviter les catastrophes naturelles. De cette façon, on peut aider les populations à faire face à cette situation. D'accord. Monsieur Klech Enyanga, un phénomène, non, qu'est-ce que je dis, un problème qui est causé par l'homme. Encore, on peut se dire qu'il y a des solutions à adapter par rapport à ça, mais quand ce n'est pas seulement l'homme qui en est la cause et que c'est aussi dû aux phénomènes naturels, aux intempéries, pensez-vous qu'il y a vraiment une réelle solution contre les inondations? Et si oui, quelles sont ces solutions que vous pouvez présenter? Il y a des solutions, et déjà, s'il faut prendre au niveau du gouvernement, euh, l'État doit mettre en place un plan d'aménagement et un plan d'aménagement qui est efficace et qui est aussi actuel. Pourquoi actuel? Parce qu'aujourd'hui, on assiste au phénomène d'urbanisation, mais également d'expansion démographique. Donc, il y a les populations qui augmentent. Aujourd'hui, on est à 6 millions. Et donc, on doit prendre en compte toutes ces contraintes-là et voir quel aménagement adapté pour installer les personnes, leurs biens ainsi que leurs activités. Et de cette façon, on va conduire l'aménagement qui va faire à ce que, au lieu que les populations gèrent les terres à leur façon, non, c'est l'État qui coordonne tout. Et c'est l'État, par rapport aux experts, saura, ça c'est un endroit approprié pour tel type de maison. Ici, on peut placer une voie, ici, les gens peuvent s'installer ou pas. Et de cette façon, cet aménagement va aider à ce qu'il y ait un rabaissement au niveau des inondations. Et deuxièmement, l'État aussi doit mettre en place des infrastructures d'assainissement, faire des caniveaux, des collecteurs qui vont collecter les eaux usées, les eaux pluviales, jusqu'à la ramener au niveau des fleuves. Et il y a aussi des populations qui sont là carrément au bord du fleuve, qui vivent dans les lignes majeures du fleuve. Ils doivent aussi prendre ces mesures, et notamment de les déloger, de les mettre dans un endroit sûr. Comme ça, quand le fleuve a assez d'espace pour lui-même, même s'il y a débordement, étant donné que les gens ne sont pas là, on ne va pas parler des catastrophes naturelles. Mhm, je vois. Nous avons parlé de l'inondation, des causes, enfin des impacts de toutes ces choses qui sont dues aux inondations, des problèmes que les inondations engendrent. Mais si j'ai bonne mémoire, vous avez aussi évoqué l'aspect lié aux fleuves qui débordent. Allez, je n'irai pas jusqu'à dire aux mers qui débordent, je ne sais pas du moins. En tout cas, vous avez parlé des fleuves. Est-ce que l'on peut dire aussi que les êtres qui vivent dans le fleuve
eux-mêmes aussi, lorsque le fleuve déborde, en quelque sorte, souffrent de quelques problèmes liés à ces inondations. Exactement, parce qu'au niveau du fleuve, on a des phénomènes notamment, on a les phénomènes des tillages et des crues. Donc les tillages, c'est quand l'eau diminue, quand l'eau baisse à son niveau minimal, mais la crue, c'est quand l'eau augmente à son niveau maximal et D'accord. en occupant son lit majeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec la pression anthropique actuelle, les changements climatiques font à ce que les crues là arrivent maintenant de façon débordée. Et c'est ce qui fait que même ceux qui sont dans les îles, ceux qui sont carrément au fleuve, quand il y a débordement, ce sont les premiers à être touchés. Et également les populations environnantes. D'accord. Et il n'y a aucun danger pour les poissons, je veux dire, les êtres qui vivent carrément dans l'eau lorsque le niveau de l'eau augmente comme ça là trop. Généralement, on dit que lorsque l'eau baisse, c'est pas bon pour les poissons, mais lorsque ça augmente vraiment, mais vraiment au point où ça déborde et que on a des inondations dans les lieux plus proches du fleuve, est-ce que pour les poissons, ça cause pas problème? Parce que les poissons aussi, c'est dans l'environnement. Il faut protéger l'environnement. Exactement, comme on dit, tout excès nuit. Et déjà, quand l'eau augmente à une façon exponentielle et qu'il y a confrontation entre les éléments qui sont au niveau du continent, la terre ferme, et l'eau, parfois il y a des substances qui sont dangereuses pour les poissons. Et donc, cette inondation-là peut occasionner à ce qu'il y ait, par exemple, des hydrocarbures ou bien d'autres projets, d'autres substances qui sont dangereuses pour les poissons. Et du coup, les poissons en nageant, ils peuvent les inhaler et ça peut causer également les... Ok, merci beaucoup, Monsieur Klech Enyanga. Je rappelle que Monsieur Klech Enyanga est notre invité pour ce numéro de Instant Environnement. Il est membre du club des environnementalistes, autant pour moi, étudiant en Master 1 à l'université Denis Sassou Nguesso en gestion durable des écosystèmes. C'est bien ça, gestion durable des écosystèmes. Voilà, et vous avez vraiment bien choisi votre domaine et on voit que vous êtes très à l'aise dans les réponses que vous donnez. Euh, pour finir, quel message auriez-vous pour la population congolaise, pour les jeunes que nous sommes? Nous sommes ici dans une radio qui est appelée Radio Citoyenne des Jeunes. Et donc, vous comprenez bien que la jeunesse est pointée du doigt, que l'accent est mis sur la jeunesse. Et puisque nous sommes à la Radio Citoyenne des Jeunes, quel message avez-vous, allais-je dire, pour la jeunesse, pour ce qui concerne cette thématique? Ok, donc pour la jeunesse, je dirais qu'on ne doit pas seulement rester une jeunesse citoyenne, mais on doit également être une jeunesse éco-citoyenne. Ça veut dire quoi? On doit s'approprier des enjeux environnementaux actuels. C'est à nous de prendre les relais, de sensibiliser dans nos maisons nos parents qui n'ont pas peut-être eu cette chance-là aujourd'hui de connaître ce que c'est que l'environnement, et également les problèmes environnementaux actuels. Donc sensibiliser à la maison nos parents, nos petits, et également dans les quartiers là où nous vivons, promouvoir les comportements éco-responsables. On peut voir quelqu'un jeter les déchets n'importe comment. On est là, jeune, on doit l'encourager à mettre ça dans une poubelle. Et nous également, dans nos maisons, prendre nos responsabilités. Au lieu de construire des maisons là où on n'a que des pavés, il n'y a même pas quelque chose de naturel, ça c'est un problème. On peut mettre du gazon quelque part, peut-être avoir aussi un arbre chez soi. Cela va aider également à ce qu'on contribue à la protection de l'environnement. Ah oui, du gazon, euh, planter des arbres, c'est très important. Ça permet à ce que le sol ne puisse pas. Comment on utilise le terme? Le lessivage c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que des décapages, oui. Décapage, c'est le décapage, c'est pas le lessivage. Parce que j'entends Lessivage, parler, on oui, parle de lessivage du sol quand il y a de fortes pluies, je pense, qui Bon, entraînent des érosions, quelque chose comme ouais, on ça. parle de lessivage et ruissellement. Lessivage, c'est quand la partie superficielle, les éléments du sol s'emportent avec l'eau. Mais quand on dit ruissellement, c'est tout un encombrement de beaucoup de choses que l'eau amène à son passage quand il pleut abondamment. Je vois. Et donc, dans ces conditions-là, planter du gazon ou encore planter quelques arbres fruitiers, allez, je ne vais pas dire va stopper, mais est aussi l'une des solutions à ce moment-là. Exact, parce que le problème se situe au niveau du débit. Quand l'eau arrive en grande quantité concentrée, le débit est fort. Mais quand il y a des végétaux, ça freine en fait le débit. Et quand le débit est freiné, l'eau peut s'infiltrer au niveau des végétaux, parce que les végétaux puisent l'eau à travers des racines, et c'est ce qui va diminuer le débit et faire à ce que la solution soit un peu stabilisée. Ok, merci beaucoup, Monsieur Klech Enyanga. Je rappelle que Monsieur Klech Enyanga est membre du club des environnementalistes. Il est étudiant en Master 1 à l'université Denis Sassou Nguesso en gestion durable, en gestion durable des écosystèmes. C'était un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau comme invité et j'ose espérer que nous aurons le privilège de vous avoir encore pour d'autres numéros. Exactement, c'est un plaisir d'être là. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de ce numéro. Nous avons parlé des inondations, des défis et des solutions qui doivent s'imposer pour gérer ces inondations. Merci d'avoir suivi et nous vous disons au revoir et à la prochaine.